Salut Denis Martin, comment ça va? On parle de Kathleen Jenner. Salut Denis Martin. Nous allons parler des stratégies de prévention du VIH. Salut! Bonsoir. Bonsoir. Ça va être Hosanna. De Michel Tremblay. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Quand la radio joue cet air-là, je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. Qu'est-il resté des jours merveilleux de printemps, de l'amour des cœurs adolescents, les yeux mi-clos, je la revois. J'étais jaloux du doux secret d'un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain sourire. Au casino, entre mes bras, abandonnée, elle gardait ce certain sourire. Longtemps après, mon cœur a compris que jamais, non jamais, son cœur ne m'aimerait. Quand la radio joue cet air-là, j'ai toujours mal d'avoir aimé un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain sourire.
Écoute, c'est un beau souvenir parce que, dû à mon âge, quand Michel Louvain a chanté ça, c'était le couronnement de Béatrice Picard qui était... dans le temps, on avait ça, le Miss Télévision, on disait Miss Radio-Télévision. Et tu as eu Marjolaine Hébert, tu as eu Thérèse Cadorette, Monique Miller. Elles ont tous été les reines. Là, puis c'était le public qui votait. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, mais c'était pas à l'époque, là, s'il l'avait dit, là, ça aurait été épouvantable, là. Ça aurait fait, tu sais, les gens s'en doutaient, mais parce que souvent j'entendais les gens, euh, on ne sait pas, hein, ben c'est ça, continuez à vous poser des questions. Puis, tu sais, les gens trouvaient que, bon, puis en même temps, ben, ils le voyaient dans des galas où il est toujours en très bonne compagnie. Moi, je me souviens de la fois de Michel Richard qui est arrivé en bikini, là, au gala, un bikini blanc, puis Michel ne le savait pas, il était allé la chercher chez elle, puis quand elle a ouvert la porte, il dit, ben là, elle dit, c'est comme ça que je vais au gala. Mais ça avait fait un scandale, là. Écoute, ah, mon Dieu, c'était quelque chose. Oui, 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 oui. Mais, comme je te dis, ça a évolué. Tout a évolué, là, tu sais. Alors, ça a fait qu'à un moment donné, il n'était pas gêné d'en parler, là. Mais, non, non, non. Parce que il était pas prêt, puis je le comprends. C'est ça, tu sais, c'est pas tout des Michel Gerois, là. Ah, ben écoute, il a écrit un livre. Il a écrit un livre. Je vis mon homosexualité. Puis, écoute, moi, je l'ai connu, moi, j'ai travaillé avec lui, là. À mes débuts de journaliste, là, c'était à côté de Michel Giroir, qui, lui, à l'époque, était l'animateur du Jardin des Étoiles. Fait que, il était bien fatigant dans le bureau parce que il travaillait pas. On était dans le même bureau, là. Tu sais, on avait un bureau, là, puis c'était ça, là, c'était le journal. Et là, il pratiquait ses chansons qu'il allait chanter le dimanche d'après. Fait que là, je disais, hey, va-t'en chez vous, là, parce que là, on n'avance pas, là. Tu produis pas pendant que tu chantes, là. Fait que là va-t'en chez vous, je vais m'arranger, là, puis va pratiquer chez vous. Mais j'ai tellement... Et à cause de ça, ben, j'ai appris. J'ai appris. J'avais pas le choix, il fallait que je me débrouille. Fait que ça m'a aidé, là, tu sais. Gérard, il a fait partie de ma vie aussi, puis ça a été un chum, là, un ami, là. Il m'avait appelé à Noël pour me souhaiter joyeux Noël, puis fait que c'était unique. Ouais, ben c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'était un personnage, puis il dérangeait, là. Ben, oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Elle aimait le chanteur. C'est correct, ça, là. Elle aime la chanson, puis elle aime le chanteur. C'est merveilleux. Ah, gentleman, là. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, moi, j'habite à Saint-Calix, puis il était venu faire un spectacle à Saint-Lin. Et il avait rempli la salle, là, c'était plein, 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 plein. Et j'ai dit, bon, ben, je vais aller faire mon petit tour. Et je l'ai vu il a eu fini le show, et pendant plus qu'une heure, à signer des autographes, à faire des photos avec les gens. Tu sais, là, t'en as là, des artistes là, que le show est fini, puis ils sortent par la porte d'en arrière, puis tu ne le vois plus, là.
Mais Michel, là, c'était dire merci aux gens. Les madames avaient apporté leurs disques, des micro-sillons qu'il y avait de lui, qui dataient. Là, puis là, il disait, ah, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ben oui, je vais vous le signer. Puis, tu sais, il était généreux. Ah oui, oui. Mais oui, écoute, il s'est marié, là. Ça s'était jamais vu, là. Quand Giroir s'est marié avec Régent Tremblay, là, c'était pas juste pour Montréal, là. Ça a été les journaux, ils en ont parlé partout, là. C'était la presse internationale, là. Ça s'était jamais vu, là. Pour ne pas vivre seul, on vit avec des chiens, on vit avec des roses ou avec des croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime des souvenirs, des ombres, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt, jusqu'au prochain printemps, pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul, de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit même des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit. Quand viennent les soirs d'ennui, on vit pour son argent, ses rêves, ses palaces. Mais je n'ai jamais vu un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi. Je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Pour le meilleur, avec Julie Lemieux. Eh bien, à notre chronique Le meilleur avec Julie Lemieux, c'était plus fort que moi. J'adore jouer sur les mots, avec les mots, et puis j'adore Julie parce qu'elle me fait bien rire. Mais Julie, aujourd'hui, on parle du meilleur, mais peut-être du meilleur parmi les moins bons ou les moins bons parmi les meilleurs. En tout cas, on va dépoussiérer tout ça, toi et moi. D'abord, on va parler d'une personne trans très, très, très connue mondialement, Kathleen Jenner, qui va se lancer en politique. D'abord, Kathleen Jenner, là, c'est qui, là, pour ceux qui ne s'en rappellent pas? Kathleen Jenner, c'est une star de la télé-réalité et c'est une ex-athlète olympique médaillée d'or aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Ah, il faut le faire, hein? Mais surtout connue dernièrement parce qu'elle est dans le clan Kardashian. Aux États-Unis, le clan très télé-réalité. Elle a fait elle-même la télé-réalité.
Fait que dans les dernières années, il est beaucoup plus connu pour la télé-réalité que pour le fait d'être athlète, un ex-athlète olympique, bien sûr. Et puis là, ben, Kathleen Jenner, de par sa présence à la télé-réalité, a décidé qu'elle faisait de la politique, ben, un peu comme Donald Trump, finalement, qui est un artiste de la télé-réalité qui est devenu un président américain. Quelle horreur! Tu as totalement raison, Denis Martin. C'est sur la vague, finalement, la vague de sa notoriété grande internationale, mais surtout aux États-Unis, de la télé-réalité, qui fait en sorte qu'elle veut se présenter pour être candidate gouverneur de la Californie. Oh mais pour vous donner un peu, oui, effectivement, tu as totalement raison, Denis Martin. Avant, il y a eu l'acteur Arnold Schwarzenegger, qui a déjà été gouverneur de cet État. Et pour ceux qui s'en rappellent, parce que c'est beaucoup plus loin, Ronald Reagan a été gouverneur aussi de la Californie. On parle d'un acteur de film B, là, des petits films, oui, là, pas fort. Oui, oui, quand même. Mais ça a été un acteur aussi à cette époque, ben, à l'époque des années 50, on s'entend. Mais ça a été un État qui a eu plusieurs gouverneurs à vedette, on pourrait dire. Mais qu'est-ce qu'elle apporte, Kathleen Jenner, finalement? Qu'est-ce qu'on pense qu'elle pourrait apporter? Pas grand-chose. Ouais, justement, c'est ce que j'allais pour. Pas grand-chose. Honnêtement, en ce moment, c'est pas chose faite. On s'entend, là? C'est pas chose faite parce que pour Kathleen Jenner, en ce moment, ils veulent révoquer finalement le mandat de l'actuel gouverneur. L'actuel gouverneur qui s'appelle, attendez, je l'ai ici pas loin, Gavin Newsom, qui a 53 ans. Oui. Gavin Newsom, c'est un ancien conseiller municipal, je pense, de la ville de San Francisco, si je ne me trompe pas. Ouais. Exactement. Monsieur Newsom, il était assez impopulaire dernièrement à cause des mesures strictes qu'il a émises durant la COVID-19, encore actuellement, là, un petit peu moins aujourd'hui, là, mais il était très impopulaire. Son étoile a pâli à cause justement des mesures qu'il a prises pour contrer la COVID-19. Et pourtant, on sait qu'ils sont rendus à 60 000 morts en Californie. On ne rit pas, là. Et oui, c'est pas désincarné, là, les mesures comme on dit, instaurées en Californie. Fait que donc, les petits commerçants, les entreprises et les petites et moyennes entreprises, les PME, en Californie, sont un petit peu en maudit face aux mesures strictes que le gouverneur a instaurées pour contrer la COVID-19. Et ce qui fait en sorte que il y a comme le Parti républicain, ils ont comme vu une occasion de vouloir peut-être révoquer le mandat de l'actuel gouverneur. Et la façon de faire, c'est de, comme on dit, faire un genre de gros, pas référendum, une signature de 1,5 million de personnes, si elle prend 1,5 million de personnes, pour aller faire un référendum qui va demander aux citoyens, voulez-vous plus avoir finalement Gavin Newsom et vous le voulez remplacer? Si vous voulez le remplacer, vous voulez le remplacer par qui? C'est loin d'être chose faite. Parce que 1,5 million de personnes, d'ailleurs, ça doit être en ce moment en train de se faire, c'est pas déjà fait. J'ai pas vu, en tout cas, sur le net, le résultat finalement c'est ce qu'ils ont réussi à avoir 1,5 million de personnes de signatures de 1,5 million de personnes. Fait que c'est pas chose faite. Puis c'est vraiment un mouvement, là, un petit mouvement populiste crasse, là, tout ça. Là. Exactement. C'est comme un mouvement opportuniste, je dirais. Oui. Et en plus, Mme Jenner est appuyée par la vieille garde républicaine. Elle ne dit pas haut et fort qu'elle est sur le côté républicain, mais c'est quasiment un secret de polichinelle. Elle fait partie du mouvement républicain, de la vieille garde républicaine, et qui est dans le membre de l'équipe, l'ancien responsable de la campagne de Donald Trump. Bon, on vient de comprendre ce qui se passe. Puis en plus, juste pour être sarcastique, Mme Jenner, elle a appuyé Donald Trump en 2016 et ça lui a pris 2 ans pour dire, en 2018, qu'elle regrettait son geste. Julie, c'était un plaisir. On se revoit le mois prochain. On se voit le mois prochain. Merci beaucoup, Denis Martin.
Entrevue. Surtout au niveau du texte, parce que c'est tellement un langage élaboré québécois surtout et de notre terroir que c'est autant un défi pour le jouer, autant qu'une jouissance de juste parler la langue. Bien, écoute, surtout selon les conditions qu'on a eues là, dans les derniers mois, je cherchais une pièce, bien, premièrement, qui me rejoindrait personnellement et qui serait possible aussi de réaliser dans l'enceinte d'un théâtre, étant donné bon, que j'étais déjà sur une autre production. C'était plus difficile là, à concevoir que je pourrais éventuellement le réaliser. C'est sûr que c'est encore une pièce d'actualité, qu'est-ce que tu veux. La pièce parle du nœud d'un couple et que visiblement, à travers une action, le pot vient de s'ouvrir et tous les défauts sont accusés envers l'autre. C'est un lavage de linge sale après un événement anodin qui se passe à un des personnages qui le prend un peu trop à cœur. Ça touche plein de sujets qui sont encore actuels, dont le sujet du genre masculin-féminin. Comme on a vraiment pris le temps de pouvoir décortiquer ce texte-là. Et effectivement, toutes les situations qu'on y retrouve à l'intérieur, c'est des choses qu'on vit d'actualité aujourd'hui même dans nos vies de tous les jours en tant que personne issue de la communauté LGBT. Oui, mais sauf que, tu sais, on parle pas de drag queen ici, vraiment, nécessairement, là. On parle de travesti. C'est pas pareil de parler de travesti, de travestissement puis de drag queen. Le travesti va sortir dans le jour, faire son épicerie quand ça lui tente. Il va s'habiller de façon de comment il file à l'intérieur. Tandis que, tu sais, la drag queen, elle c'est juste pour la performance, c'est juste pour monter sur le stage, c'est juste pour faire des numéros et pour faire, ben, pas juste pour faire ça, on s'entend, là. Je suis en train de dire ça, mais le propos de la pièce, c'est pas pour les drag nécessairement. Ben, ça touche les drag queens, of course, parce qu'il y a toujours ce questionnement-là de se perdre en arrière, perdre le garçon en arrière du personnage. Des fois, le personnage prend beaucoup de place. Comme ben, moi, dans ma vie, ça m'est déjà arrivé. Ça fait 17 ans, 18 ans que je fais Tracy Trash. Et Tracy Trash, à un moment donné, a pris beaucoup, beaucoup d'espace dans ma vie, ce qui a fait que j'ai oublié un peu Marc-André, puis j'ai laissé un peu Marc-André de côté. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand je suis revenu à Marc-André, ben, tout le monde était comme, voyons, on t'a jamais connu quasiment comme ça, ou whatever, tu sais, fait que c'était comme un deuxième coming out qu'il fallait que je fasse, tu sais. L'histoire d'Ozana, non, elle n'est pas nécessairement loin de moi, vu que ben, j'ai l'âge pour le jouer Ozana et j'ai le bagage aussi avec l'intimidation scolaire, tout ce que tu sais, déménager, être pas bien en quelque part, il faut que tu fasses des amis, il faut que tu t'accroches à ceux qui t'aiment. Ben, évidemment, moi, j'ai toujours eu comme point de mire, c'est de surtout toucher les gens. Et je crois, ben justement, lundi dernier, on a eu une répétition qui était très, très, très émotionnelle, à tout point de vue, avec les garçons sur scène. Et je peux dire que le metteur en scène, il pleure régulièrement parce que ça me touche profondément, ce texte-là de Michel Tremblay, qu'on aura la chance également d'avoir en présentiel avec nous à l'une des représentations du spectacle. Mais oui, je me suis reconnu beaucoup, beaucoup dans ce texte-là et c'est ce qui m'a permis justement d'avoir une certaine facilité à pouvoir le mettre en scène. Et également, ben, c'est ça, je parle d'authenticité à travers tout ça. Alors,
La grande première sera le 8 mai à Sherbrooke. Alors, on a une représentation à Sherbrooke, il ne faut pas oublier, à l'autre zone, au bar l'autre zone de Sherbrooke. Et par la suite, du 12 au 22 mai, ce sera à Montréal, à la Comédie de Montréal, sur le boulevard Maisonneuve-Est, c'est dans le village. Et voilà, les billets, vous pouvez vous les procurer sur le pointdevente.com. Alors, c'est disponible au coût de 30 $. Et il faut faire vite parce que ça commence à se vendre pas mal, beaucoup. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Allô maman bobo, allô maman bobo. Sentez-vous bien avec le docteur Pierre Côté. Le VIH, particulièrement, quand on travaille en prévention, ça touche beaucoup nos valeurs personnelles. Le VIH, ça reste une maladie un peu particulière, liée au plaisir. Donc, c'est bien certain que le premier réflexe a été de prôner l'abstinence. Bien sûr, on ne peut pas être contre. C'est certainement la meilleure méthode de prévention qu'on peut imaginer. Ce n'est pas contestable s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de transmission. Mais dans les faits, on sait bien que ça ne fonctionne pas. En réalité, depuis le tout début, pendant de longues années, c'était la promotion de l'usage du condom qui prenait tout le terrain et qui était au centre des stratégies. Comment tu penses que c'est efficace l'utilisation du condom? Oui. Oui. Dans les meilleures conditions, si c'est bien utilisé, il n'y a pas de problème. On parle d'une efficacité autour de 80-85 %. Mais oui. Mais par contre, dans la vraie vie, on sait que son efficacité tournerait plutôt autour de 40 %. Parce qu'il y a souvent des bris, parce que les gens le perdent, ils ne l'utilisent pas bien. Je pense qu'on a tout un peu d'histoire à raconter là-dessus. Il y a une méthode, une stratégie en tout cas de prévention qui a été à la mode pendant quelques années, qui était la circoncision volontaire. Donc, il y avait des études qui avaient montré qu'on pouvait diminuer le risque de transmission du VIH, évidemment uniquement chez l'homme, d'environ 40 %. C'est ça, on en a parlé pendant quelques mois, voire quelques années, mais ça n'a vraiment pas fait long feu. Il y a eu très peu de volontaires, en fait. Et ça a commencé un peu en 1994. Il y avait des études qui montraient que la prise de l'AZT chez une femme enceinte durant la grossesse, pendant l'accouchement par voie intraveineuse, puis en donnant de l'AZT au nouveau-né pendant 6 mois, ça réduisait
de 2 tiers le risque de transmission de la mère à l'enfant, ce qui était absolument révolutionnaire quand même à ce temps-là. Puis quand sont arrivées les trithérapies, hein, ce risque-là était rendu pratiquement nul. Et je dirais 4 ans à peu près plus tard, basé un peu sur ces résultats spectaculaires-là qui ont été observés dans la transmission mère-enfant, on a observé aussi que la prescription d'antirétroviraux qui sont prescrits rapidement après une exposition était très, très efficace. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle toujours la prophylaxie post-exposition. Donc, pas nécessairement tout le monde qui a les moyens de se le payer. Et ça a été vraiment un événement tournant en 2008. Je t'en souviens probablement, ça a eu l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique, mais aussi dans toute la communauté des personnes atteintes du VIH. La fameuse déclaration suisse qui disait que les personnes séropositives qui n'avaient qui ne souffraient pas d'autres ITSS et qui suivaient une thérapie anti-VIH efficace ne pouvaient pas transmettre le VIH. Pour nous, moi y compris, c'était un petit peu fréquent d'imaginer quelles seraient les conséquences de cette déclaration-là, quel impact que ça aurait sur notre discours de prévention. Est-ce que le condom allait prendre le bord? Qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Il y a des études qui ont largement démontré ce fait-là depuis 2018. Et c'est bien admis maintenant qu'une personne qui est séropositive avec une charge virale qui est réellement indétectable ne transmet pas le VIH. Il n'y a eu aucun cas de transmission dans ce cas-là qui a été rapporté dans la littérature. Donc, à partir de là est partie la stratégie des traitements comme prévention, ce qu'on appelle le TASM, Treatment as Prevention. Et c'est rendu vraiment très intégré dans nos pratiques. Là. Oui. Ben, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est rendu presque viral. Je ne peux pas faire de jeu de mots. Bon, la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition. Donc, c'est un traitement qui est prescrit à des personnes qui sont séronégatives. Et quand même, en 2011, qu'on a commencé à faire des études chez des couples qui sont sérodiscordants, hétéros, et c'est vraiment l'étude hypergay qu'on a entendu beaucoup parler, une étude française sur des milliers de personnes. On a contribué d'ailleurs à Montréal à cette étude-là. Et là, cette étude-là a clairement démontré l'efficacité du Truvada pris en continu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a démontré son efficacité lorsqu'on le prenait à la demande. Évidemment, c'était dans le cas où on le prenait très bien. Et les résultats d'hypergay ont montré 96% d'efficacité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le 4% d'échecs, dans les participants qui ont été infectés pendant l'étude, c'était soit parce qu'ils prenaient bien leur médication ou parce qu'ils avaient été infectés juste avant de rentrer dans l'étude. Donc, ils étaient dans une période d'incubation où on n'avait pas encore d'anticorps, donc ils étaient séronégatifs. Alors, tu comprends toute l'importance que la PrEP a pris comme stratégie de prévention dans la communauté sur la planète. Il reste quand même que c'est un traitement qui n'est pas gratuit. Au départ, on parlait de 750 $ par mois. Maintenant, c'est moins cher. Depuis qu'il y a un générique, ça tourne autour de 250 $ par mois. C'est remboursé par les assurances privées, par la RAMQ, mais il reste quand même qu'il y a un minimum de franchise à payer. Et que pour certaines personnes, ça reste une barrière pour pouvoir l'utiliser.
Donc, il y a eu des discussions assez musclées dans les conférences puis dans nos équipes. On ne pouvait quand même pas nier la science. Tu sais, il y a des résultats qui sont solides, qui montrent comment on peut prévenir la transmission du VIH. On constate aussi que l'usage du condom est à peu près absent. Je pense qu'on peut se le dire. On va se mettre la tête dans le sable. Donc, je pense qu'il faut le faire et d'insister pour expliquer aux patients que ça prévient que la transmission du VIH, comme on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, dans les protocoles de suivi, de prise en charge qu'on fait chez les gens qui sont sous PrEP, on donne en général une prescription qui est limitée à 3 mois. Et vraiment, le but, c'est qu'ils reviennent après 3 mois puis qu'on les dépiste. Fait que oui, on voit beaucoup plus de TSS qu'avant, mais il y a un effet qu'on on les dépiste plus aussi qu'avant. Donc, on en trouve plus. C'est positif en ce sens-là. Oui. Ben, on espère. Si on met oui. Oui. Mais au moins on suit les gens à risque là, régulièrement pour les dépister. Puis je pense que dans la prévention des ITSS, c'est beaucoup le dépistage. La syphilis, le condom, ça fait absolument rien. Alors, il faut vraiment faire le dépistage le plus fréquent possible, selon évidemment, selon les facteurs de risque. Oui, c'est vraiment. La CROI, c'est la plus grande conférence, la plus importante conférence sur le VIH annuellement. Donc, j'ai écouté ça dans le confort de mon chalet. Mais juste pour vous donner quelques études, puis vers quoi on s'en va dans les prochaines années. Bon, il y avait une étude entre autres, une étude qui comparait le Truvada classique qu'on prend présentement avec une formulation qui est disponible sur le marché maintenant, le Truvada 2.0, qu'on appelle le TAF, qui est le même médicament de base, mais qui est moins toxique à long terme pour les reins et pour les os. Donc, c'est quand même une étude solide, là, 5000 participants. Donc, ça bien, c'est aussi efficace, mais bref, c'est moins toxique. Là où il y a des choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a eu une autre étude présentée qui comparait le Truvada, donc je comprends présentement ce qu'on utilise pour la PrEP. Donc, c'est un médicament qui est pris par la bouche une fois par jour. On le comparait au cabotegravir injectable qui est administré aux 2 mois. Alors, vous voyez que ça commence à être intéressant. Alors, c'est quand même plus que 4500 patients dans cette étude-là qui avait été randomisés dans un bras ou dans l'autre. Et l'étude a été cessée avant la fin parce que la formulation injectable de cabotegravir avait démontré une supériorité statistiquement significative, donc il y avait moins de cas qui avaient été infectés, de nouvelles infections dans le bras cabotegravir. Donc, ça a démontré une supériorité. Et ce pourquoi, en regardant, en comparant les échecs, c'est qu'il y avait vraiment un meilleur taux d'adhérence au traitement. C'est sûr qu'une injection aux 2 mois, tu le manques moins qu'un comprimé par jour. Donc, c'est vraiment la raison. Il y a une autre étude aussi qui a été présentée sur un médicament, l'islatravir, un médicament qui est pris oralement une fois par mois. Donc, cette étude-là montrait en fait la courbe de la concentration sanguine du médicament pendant tout un mois. Donc, ils ont démontré le concept d'une concentration qui était suffisante dans le sang pour être efficace contre le VIH. Donc, c'est des études de phase 2. Il en reste plus. Ça va prendre quelques années certainement qu'il y ait des études, qu'on a les résultats des études chez les plus grands nombres de patients.
Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce même médicament a une formulation sous forme d'implant sous-cutané. Donc, l'étude qui était une étude aussi de phase 2, qui a démontré qu'après 3 mois, la courbe d'élimination du médicament était très lente et qu'après 1 an, la concentration du médicament restait probablement suffisant pour être efficace contre le VIH. Donc, un implant sous-cutané par année comme PrEP, c'est quand même pas rien non plus. Et là, je pense qu'on ne verra pas ça avant 5, 6, 7, 8 ans. Ça me fait plaisir, Denis Martin. Bonne soirée. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Je reviens à Montréal, la tête gonflée de nuages. C'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué le visage. Des anges dandys aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le DOP fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal, le soleil inonde le terminal et le DOP fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal.
Bonsoir. Donc, le portail VIH-Sida du Québec, donc c'est un organisme qui donne de l'information et du soutien sur le VIH et les ITSS partout dans la province. Donc, pour faire ça, on a des formations en ligne, on fait des webinaires, des podcasts, des projets de recherche et on a aussi un service de soutien en ligne. Vraiment, mais surtout, c'est pas le problème, c'est plutôt la désinformation puis le manque d'éducation à ce sujet. Donc, c'est justement un des enjeux sur lequel on travaille beaucoup au portail. C'est difficile à dire pour moi parce que j'avoue que je baigne beaucoup dans le milieu, donc je sens quand même beaucoup d'ouverture, puis c'est vraiment un milieu que j'adore, mais c'est vrai que je suis toujours très surprise quand je suis confrontée plus au grand public, entre guillemets, que ce soit via mes amis, mes proches ou les personnes qui nous contactent au portail. Parfois, je suis vraiment impressionnée et plutôt en négatif du manque d'informations, justement, puis des préjugés qui persistent encore aujourd'hui. Oui, effectivement, ça fait 3 ans. En fait, je suis arrivée un 27 avril au Canada et je pars un 30 avril. Donc, la boucle est bouclée, mais c'est ça, je suis arrivée au Canada en avril 2018. J'ai fait un voyage à travers le Canada pour un peu me trouver, chercher ce que je voulais faire et comment trouver ma place dans les communautés. Puis finalement, effectivement, donc j'ai été au CASAM, donc au Centre d'Action SIDA de Montréal, un organisme pour les femmes vivant avec le VIH, à partir de janvier 2019. Et puis ensuite, donc fin 2019, j'ai eu la chance de prendre la direction du portail. Donc, ouais, un beau 3 ans quand même. Ah ben le Canada, grande question, ça a été toujours vraiment un rêve pour moi. Je sais pas exactement l'expliquer. Je pense que j'avais besoin d'espace et puis j'avais besoin aussi. On me parlait beaucoup de la société québécoise comme étant très ouverte. Puis donc je sentais que ça m'appelait. Puis finalement, on dirait que je me cherchais un peu moi. Puis ça tombe bien, je me suis trouvée de plein de façons. Donc je suis vraiment ravie. Ouais, exact, c'est ça. J'ai fait mon coming out assez récemment de personne non binaire. Et j'avoue que ça m'a fait énormément de bien. Ça règle énormément de questions que j'avais depuis très, très petite. On peut alterner les adjectifs. Donc c'est ça. Effectivement, le Québec, je pense qu'en grande partie m'a beaucoup aidé à accepter ça, à rencontrer des personnes non binaires et à oser mettre un peu ce mot sur ma réalité. Mhm. Mais je pense qu'il faut quand même reconnaître que notre société occidentale, que ce soit au Québec, en France, on est quand même très, très justement dans la binarité des genres. On nous apprend depuis qu'on est né. Et puis c'est la première question que les gens posent même quand un enfant naît. C'est est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? Et ben moi, je suis un peu les deux ou rien du tout. Entre les deux, je sais pas encore comment est-ce que je me situe par ça, mais je voudrais juste dire à ces personnes qu'il existe des sociétés, il existe d'autres modèles où il y a plusieurs genres et que, dans le fond, des fois, ce que j'aimerais aborder aussi, c'est des fois, ça confronte les gens. Comme, il y a comme, je pense que de plus en plus, il y a des personnes qui font leur coming out, c'est tant mieux. Puis il y a beaucoup plus de visibilité aussi pour les personnes trans et non binaires. Et on dirait qu'il y a des personnes qui pensent ou qui pourraient penser que c'est une mode ou quelque chose comme ça, comme une trend, mais pas du tout. Moi, je me rappelle, je peux prendre un exemple de quand j'avais 6 ans et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma maman que j'aimerais être un garçon pour pouvoir être amoureux d'une d'une copine de classe. Donc, je pense que déjà,
sauter un peu dans la tête. Ouais, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté-là où j'ai fait mon coming out grâce à Fierté littéraire. Puis finalement, ma famille a super bien vécu la chose, fait vraiment attention à respecter mon prénom, mes pronoms. Donc, c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'être si bien entourée. Ouais, en fait, la motivation de mon départ, c'est plus ou moins choisi parce que j'ai appris que mon papa était malade quand je suis allée le visiter en décembre dernier. Et, euh, et c'est ça, j'ai pris la décision. Je pense que la Covid a aussi beaucoup joué dans ma décision, mais j'ai pris, c'est ça, la décision d'être plus proche de lui. Puis ensuite, effectivement, je trouve que je suis quand même satisfait de mes années au Québec, de ce que j'en rapporte. Puis j'aurai toujours le Québec très à cœur. Puis justement, toute cette croissance et ce développement personnel aussi, ça s'effacera jamais. Puis je pense que j'aurais pas pu le faire si j'étais pas venue.